Je voudrais faire sortir ma mère de là où elle est. Ça arrivera de toute façon pour elle à échéance dans quelques années. Elle passera, si je ne fais rien, elle passera dans la fosse commune. Je crois que je pourrais maintenant faire sortir ma mère, et si c'est possible, la mettre dans le caveau des Villenoix. Oui, mais il y a ta tante. Ta tante s'y est toujours opposée. Cécile avait d'étranges forces qui venaient de surgir en elle depuis les dernières semaines. Elle avait avec sa tante des rapports beaucoup plus directs. Sa tante reculait devant elle. On avait nettement senti que l'affaiblissement et la très prochaine disparition de Jules l'intriguaient. Il y avait quelque chose dans l'air, c'était peut-être ce que Cécile venait de penser. C'était peut-être tout simplement qu'elle aussi allait mourir. Et que tout ce qu'elle avait fait contre cet homme, peut-être que ça lui revenait de temps en temps. Peut-être se sentait-elle un peu responsable. Cécile affirmait que non, que sa tante avait toujours été sûre d'avoir fait les choses comme il fallait les faire et qu'elle avait toujours raison. Tant de misère, disait Cécile, tant de misère. Même dans la mort encore. Faire rentrer de la misère. Je suis décidé. Je ferai sortir ma mère de là où elle est. Et si j'ai la chance de pouvoir avoir encore une place dans le caveau où est mon père, je la ferai mettre là. Les choses se sont passées du côté pratique comme elle disait. Il y avait une place. Il fallait naturellement payer. On paye pour mourir et on paye quand on est mort. Il fallait aussi en parler avec la tante. Elle lui a dit « J'ai pris une décision ». La tante avait ouvert des grands yeux. Comme elle avait ouvert de grands yeux le jour où le convoi était arrivé. Le jour où on allait mettre Jules dans le caveau des Villenoix. Il n'y avait que Cécile, la tante et moi. Ils avaient sorti le cercueil, l'avaient posé sur un petit chariot à roulettes, et puis un rabbin était arrivé. Cécile m'avait dit, surtout tu gardes ta casquette sur la tête. On ne se découvre pas ici. Le rabbin avait dit la famille. Cécile avait dit, je suis la fille du mort. Monsieur est mon mari. Madame est ma tante, la belle-sœur. Suivez-moi. Nous avions parcouru une bonne partie du cimetière. Un homme poussait le chariot. Un mendiant un peu plus loin avait fait un signe de la tête. Le rabbin lui avait fait un signe de la main. Le mendiant nous suivait à 3 pas. Nous nous sommes arrêtés dans l'allée. Le caveau était un peu plus loin. Le chariot ne pouvait plus rentrer. Il était ouvert. Le rabbin m'a pris par le bras, m'a mis sur un des côtés du cercueil. Il s'est placé de l'autre côté et il a fait signe au mendiant de s'approcher. Le mendiant s'est mis à côté de lui. Cécile et la tante s'étaient légèrement tenues à l'écart. J'avais les mains liées, serrées sur le ventre. Je regardais le rabbin. Le rabbin m'a dit « On va dire la prière ». Je me suis penché vers lui et je ne sais pas dire de prière. Vous savez bien dire un kaddish. Je n'ai jamais dit de kaddish. Il s'est retourné vers le mendiant. Il lui a dit « Va te mettre à côté de lui ». Le mendiant est venu tout contre moi. J'avais eu le temps de le regarder. Il avait un chapeau tout sale, une sorte d'écharpe trouée qui pendait de chaque côté de son corps, un manteau tout taché, des godasses qui prenaient la flotte, un pantalon qui descendait, pas de ceinture, une goutte au nez, on aurait dit un ivrogne, il était peut-être ça. Mais il était juif. Il parlait l'hébreu, il parlait le yiddish. Le rabbin lui parlait, peut-être en hébreu, peut-être en yiddish.
Le mendiant est venu se mettre juste à côté de moi. Il m'a dit, répétez ce que je dis. Le rabbin a dit, vous allez suivre ce qu'il dit, et puis je vais vous donner ça. Ça, vous pouvez le lire. J'ai ouvert à la page qui m'était proposée. Oui, oui, on peut lire tout. J'étais sûr à ce moment-là que j'aurais pu lire du chinois. Et il a commencé. Elai, Elai. Et je répétais. Elai, Elai. Je me crevais les yeux pour voir ce que ces phrases-là pouvaient bien dire à travers ma bouche. J'avais toujours un petit moment de retard. Le rabbin disait un peu plus vite, un peu plus vite. Le mendiant les disait en même temps que moi. Il était penché sur mon épaule. Il connaissait par cœur la prière, mais il m'entraînait. On était en tandem, tous les trois. On est arrivé au bout. J'aurais dû dire au rabbin, je ne suis pas juif. Est-ce que dire une prière quand on n'est pas juif pour un juif, c'est pas rater la prière? C'est trop tard, je ne peux pas le dire. Cécile n'a rien dit. Si Cécile avait pensé que je devais le dire, elle m'aurait certainement dit, donc elle ne l'a pas fait. La tante était là, toute fermée en elle, alors elle aussi cadenassée. Si elle voulait montrer une émotion, je la lui refusais. J'étais sûr que là, non pas qu'elle était heureuse d'être près du mort qu'elle avait haï toute sa vie quand il était vivant, mais elle n'était pas bouleversée du tout. Ils ont transporté le cercueil vers le caveau, et puis ils l'ont fait descendre. Et là, le rabbin s'est retourné vers nous et a dit, nous aurions dû être 10, mais il y a bien, puisqu'il n'y a pas de toit au-dessus de nous, il y a bien 10 juifs aux alentours. La prière est donc valable. Il est revenu vers moi, il m'a dit, vous allez répéter les mots que je vais dire. Et il sortait un mot en hébreu très bien articulé. Je regardais ses lèvres. Quelle belle bouche il avait. Je répétais le mot en l'articulant comme lui. Il faisait un signe de la tête. Il m'encourageait, c'est bien. Il a redit encore un mot, je l'ai répété. Le mendiant s'était mis à l'écart. Les deux femmes étaient un peu à l'écart, elles aussi. J'étais l'homme de la famille qui devait articuler les mots. Une fois encore, un mot, j'articulais le mot. Encore un mot, encore un mot, encore un mot. Nous sommes arrivés au bout. Il m'a dit, voilà, maintenant, la page est tournée. Il s'est approché de Cécile, il lui a dit, la vie continue, madame. La vie doit continuer, madame. Il ne lui a pas serré la main. Il a regardé la tante, il a baissé la tête. Il s'est tourné vers moi, il m'a tendu la main. Et il m'a dit, monsieur, la vie doit continuer maintenant. Je lui ai dit, la vie continue, monsieur, oui. Et il est parti. Quel brave homme! Le mendiant s'est mis à l'écart. Le rabbin, à ce moment-là, s'est retourné et m'a fait signe. Avec 2 doigts. C'était 2 pièces ou 2 billets. J'ai donné au mendiant. Il s'est incliné vers moi et il m'a dit, la vie doit continuer. Et il nous a laissé sortir. C'est quelque temps après que Cécile a donc dit à sa tante, maintenant j'ai pris une décision. La tante fixait Cécile des yeux. Elle sentait que quelque chose avait été vraiment décidé et que l'on n'en ferait pas démordre Cécile. Elle a dit, ma mère va maintenant rejoindre mon père. Si 1 an avant, même 1 mois avant, elle avait dit ça, la tante aurait trépigné, aurait menacé, aurait dit jamais, laissez-moi mourir, mais jamais. Elle ne voulait pas que sa sœur rejoigne dans la mort son mari. Mais là, elle a reçu la décharge, comme Marius quand le médecin lui avait dit « Votre femme est
perdu. Elle avait reçu la décharge quand Cécile avait dit « j'ai pris une décision ». C'était « tu es perdu ». C'était « tu es vaincu pour la première fois de ta vie sur la chose la plus essentielle et qui n'était pas essentielle, qui était une histoire que tu t'étais inventée et qui a rendu tout le monde malheureux. » Oh, bien sûr, m'avait dit Cécile, mais elle ne le dit jamais à sa tante. Mon père aussi a été très dur par moments, sans doute, mais à côté de ce que tu as fait, c'est rien. Et Cécile a dit, je ne veux plus entendre parler de rien. Les histoires entre mon père et toi, pour moi, sont closes. Je garde de mon père ce que je veux garder de mon père. C'est mon père. Et ma mère, qui est ma mère, je vais la faire conduire ici, dans ce tombeau. Je regardais la tante et j'attendais la réaction, j'attendais la réponse. La réponse est venue. Ça a été « d'accord ». Ça avait claqué comme ça. Et Cécile a dit « tout est prêt ». Comment? Tu as tout? Oui, tout est prêt. Mais si tu n'avais pas voulu, je l'aurais fait quand même. D'accord. Je me demandais si elle, à son tour, n'allait pas tomber comme Jules, elle dans un d'accord et lui dans un je ne sais pas. Cécile a fait ça toute seule. On a ramassé le pauvre restant du corps squelettique de la mère, qui venait de passer 57 ans là, où le mari allait sur la tombe sans que la belle-sœur y aille, et où il avait été précédé par la belle-sœur pendant des années. Elle interdisait qu'on touche à la tombe. Elle arrangeait parce que c'était sa tombe. Que de problèmes idiots. On l'a mise dans une toute petite boîte. Cécile n'était pas sûre qu'il n'y ait pas que de la terre dans cette boîte. Puis on a réouvert le caveau. Et Cécile a vu où était le cercueil de son père, en bas à gauche, dit-elle. Et ils ont descendu la petite boîte. Un homme était dans le bas. Il a reçu la petite boîte dans les bras. Il l'a déposée au pied du cercueil de Jules. L'homme est remonté. On a refermé le caveau. Cécile a signé. Pendant des semaines, Cécile me disait qu'elle voyait cette toute petite boîte comme un tout petit chat au pied d'une grande personne. Elle me demandait, tu crois qu'elle va rester là maintenant tout le temps? Oui. Ils ne vont plus jamais la bouger. Non. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que ça veuille dire quelque chose, disait Cécile. Mais j'avais besoin de faire ça. Un peu plus tard, quand elle en reparlait, je lui ai donné mon avis, c'est-à-dire autre chose qu'un avis. Je lui ai dit ce qu'intimement je pensais. J'étais convaincu qu'il s'était retrouvé, que j'avais cette certitude en moi depuis toujours, concernant son père, sa mère, tout le monde. Cette certitude, je ne sais pas d'où je la tiens. Vieux fond chrétien, je ne sais pas. Certain que les corps morts permettent à quoi? De se retrouver. Tu vois ça comme ça. C'est pas que je le vois, Cécile. C'est que je le sais. Il est impossible qu'il en soit autrement, Cécile. Alors tu dis que ma mère aurait retrouvé mon père. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit... Enfin, ce n'est pas comme ça, moi, que je pense. Je pense que Annie, qui a aimé ton père
qui sûrement a aimé ta mère, cet amour-là a nourri peut-être ce qu'on appelle leur âme. Je ne sais pas. Tout ce qui est amour ne meurt pas. La mort n'arrête pas l'amour. C'est profondément ce que j'ai, ce à quoi je me raccroche. J'ai même pas besoin de me raccrocher, j'en suis tellement sûr. Alors, tu peux te dire, le jour où je mourrai, le jour où tu mourras, parce que nous nous sommes aimés, nous serons réunis. Réunis, je ne sais pas. Quelque chose se sera maintenu. Oui. Oui, je crois que la part d'amour ne meurt pas. Ça ne meurt jamais. Jamais. Ça reste. D'avoir rapproché ta mère de ton père, tu pourrais me dire alors que ça n'avait pas beaucoup de sens. Que ce n'est pas les deux corps morts qui, puisque ton père aurait pu mourir à Leningrad et ta mère à New York. Selon ce que je sens, leur amour les réunissait, leur amour ne pouvait pas se dissoudre. Ils s'étaient aimés, c'était suffisant. Mais je crois que de rapprocher ces restes-là est un geste pour nous qui sommes du côté de la vie, est le geste qui peut nous souder, continuer à nous faire tenir malgré les fracas que nous avons. C'est pour ça que tu l'as fait. Tu l'as fait, pour la première fois, tu as touché ta mère de ta vie consciente. Elle est morte, tu avais quoi? Quelques jours. Ouais. Alors en toi, il y a un restant de ce toucher, de ce goût, de cette saveur. Tu portes en toi ta mère, tu l'as toujours portée. Je n'y ai jamais cru, tu sais Fred. Tu n'y as jamais cru, mais depuis des années, ça t'agite. Parce que je vieillis. Oui, ou parce que ta mère s'agite encore. C'est possible. Alors là, tu as touché ta mère. Là, tu as fait se toucher en toi ton père et ta mère. Elle est au pied de ton père. Voilà, comme un petit chat. Mais tu n'as pas fait se retrouver, disons, l'âme de l'un et l'âme de l'autre. Ils n'avaient pas besoin de toi. Ça, les deux âmes se seraient retrouvées. Mais toi, tu avais besoin de faire ça. Je suis tellement, tellement d'accord. Et ce que tu m'as dit, si la tante veut, elle peut, elle aussi, envisager d'aller là. Moi, je crois que ton père, évidemment, disait « Je ne veux surtout pas de cette salope. Même dans la mort, elle nous emmerdera. » Ça, c'était un homme qui ne pouvait pas pardonner. Mais moi, je suis sûr que tu as raison. Ta tante, une fois morte, ira là. Elle n'ira pas au pied de ta mère. Elle n'ira pas au pied de son beau-frère. Elle ira là. Les corps seront réunis là. Comme ta mère a sans doute aimé ton père, et peut-être aimé d'amour, ça les réunira. Ils seront réunis de toute façon. Tu ne peux rien faire pour ça. Alors oui, moi je dis, tu as raison. Lorsque le moment viendra pour ta tante, ouais, je crois qu'elle ira là. Ce qui n'est que bêtise pour beaucoup ne l'a pas été pour moi. Toute cette vallée à traverser, vallée de la mort, vallée des ossements, on ne parlait que des os, n'a pas gêné la reprise de la vie après. Le rabbin avait dit, la vie continue. La vie continuait. Nous étions retournés à nos tables. Nous avions même retrouvé des morceaux de
de ces choses vertes et violettes. Cécile avait fait un pas décisif dans sa vie. La mort de son père ne l'avait pas libérée, la mort de son père l'avait fait s'avancer vers cette tache noire que nous portons tous et vers laquelle nous allons d'une manière si fragile, si peu sûr que nous sommes à ce moment-là, quand nous l'avons détecté ou même vu. Cécile avait vu la tache noire, ouais, à travers ce que venait de traverser son père, quelques années avant la disparition de ma mère. Et je la surprenais assise à sa table, ne travaillant pas, regardant dans la direction de la lumière, le papier opaque tendu verticalement pour ne pas laisser la trop grande luminosité du jour faire un reflet sur son cuivre. Elle ne pouvait pas voir au travers et les fois où je l'ai vue fixant, ne m'ayant pas entendu monter, fixant ce papier comme un verre dépoli, convaincu qu'elle était au-delà de ça, que ce qui était dépoli empêchait précisément la vivacité, le bruit, la brillance, les formes exactes et précises de se signaler à son regard. Par l'opacité de cette feuille, elle multipliait l'espace, elle allait au-delà des objets, des formes, des couleurs. C'était pour elle le moment difficile et nécessaire que nous devons tôt ou tard aborder, que nous avons cru aborder dans ces moments de désarroi, de détresse, de perdition, là où nous pensions nous noyer. Il fallait traverser cette vallée des ossements pour enfin découvrir la tache noire. L'oncle Léo mort, le frère de Julius mort, ma mère morte, mon père mort, Julius mort, auquel s'ajoutait Stéphane mort. Nous sentions, la nuit, le jour, qu'il y avait une couleur différente qui était venue s'ajouter à toutes les autres et qui, par moments, commandait l'ensemble de la palette, même mes coups de crayon. Ces grands dessins que je travaillais enfin, j'avais pu passer de mes grandes feuilles à 2 grandes feuilles mises côte à côte ou bout à bout. Et puis ensuite à 3 feuilles. C'était de grands triptyques. Puis encore 4 feuilles. Je mettais 3 mois. J'entrais là-dedans vraiment comme dans le désert. Je me souvenais, cette plaine de Guercif qui n'avait plus rien de plaine, mais qui n'était qu'un immense désert de près de 100 kilomètres de long et de large, dans lequel il y avait tous les kilomètres un buisson mort ou un buisson qui résistait année après année, qui lui aussi devait dire « ça ne m'intéresse pas », mais qui sentait encore un tout petit peu de sève, parce que la Moulouya passait très loin, et que peut-être un peu d'eau venait jusque dans le sous-sol de là où se trouvait ce buisson. Et puis il y avait énormément de pierres. Et quand nous marchions, j'avais 20 ans, avec les hommes,
faisant tous ces exercices après la guerre. C'était au Maroc, entre Taza et Oujda. Cette grande plaine que je n'avais jamais oubliée. Je la retrouvais avec des différences. Sur ces 4 grandes feuilles étalées sur une immense table, j'avais sur ma table habituelle de l'atelier, posée, fixée, une grande plaque d'Isorel. Et pour arriver à dessiner au milieu, là où les 4 feuilles se rejoignaient, je devais m'incliner, me coucher, mettre ma poitrine sur la table, et j'arrivais encore avec difficulté au milieu. J'étais coupé en deux, je mettais un oreiller. Et pour ne pas entraîner le crayon, le dessin qui était déjà fait, je mettais des feuilles dessus. Je travaillais pendant des heures dans cette position. C'était vraiment ma plaine à moi, ma plaine du Couza. Je n'en voyais pas le bout. J'étais tellement perdu dans l'immensité de ce papier que je préférais cacher les parties que je venais de faire, parce qu'elles me semblaient, elles, comme le buisson dans la plaine, vivant peut-être, mais tellement seul, que j'en ressentais dans une multiplication effrayante, moi aussi un sentiment de solitude que je n'avais jamais connu, même quand j'étais dans le désert, parce qu'il y avait quelques hommes autour de moi, parce que je marchais, mais là je ne marchais pas. J'étais un deuxième buisson devant la forme buissonnante que je traçais. C'était désespérant, désespérant moralement. C'était aussi sans doute désespérant intérieurement. Mais moralement, cette toute petite forme qui allait peut-être engendrer une autre petite forme, qui allait ensemble s'engendrer les unes les autres. Impossible d'imaginer, jamais je n'ai imaginé, mais impossible de croire que tout ça pourrait être ou non recouvert. Si je laissais une grande surface blanche, est-ce que ce serait par découragement ou par nécessité? Est-ce que le blanc se serait imposé comme s'il avait été dessiné? Est-ce que c'était un vide dessiné dans ma tête, mais pas à dessiner réellement parce qu'il créait ce dont le dessin avait besoin? Ou est-ce que par lassitude, découragement, impossibilité de pousser plus loin, j'avais dit, ce blanc-là est peut-être nécessaire, peut-être. Le peut-être étant le plus important. Mais moi seul peux dire, je ne peux plus le continuer. Je m'interdisais d'avoir une pensée comme celle-là. Je ne laisserai du blanc que par nécessité. Or, la nécessité dans le découragement n'est pas une nécessité. Il me fallait, comme Jules, une bouteille de vodka. J'ai bu pour tenir. J'ai fumé pour tenir. Je me relevais douloureux dans le ventre, douloureux dans la poitrine. Cécile me disait, c'est un dessin que tu vas faire comme ça. Mais quand je te vois, des fois je passe ma tête là, je regarde. Tu ne peux pas bien dessiner dans cette posture. Mais si tu le mettais verticalement, je ne peux pas tenir, Cécile, un bras en l'air comme ça. J'ai trop mal au bras. J'ai 30 ans de dessin et je me suis fait mal aux bras et aux épaules. Je ne peux pas. Mais si tu faisais un système, oh ben un système quoi, accroché comme un caoutchouc au plafond et que mon bras soit un tout petit peu soutenu, je n'aurais pas cette liberté. J'ai pris cette mauvaise habitude de travailler à plat. Mais pour moi, ce n'est pas une mauvaise habitude. J'ai besoin de... Alors, je travaille comme ça. C'est vrai que ça me coupe un peu la poitrine. J'ai mal, là. Le soir, j'ai des douleurs dans les os. Et puis, j'ai une sorte de barre à cet endroit-là. Mais c'est rien. C'est rien, ce qui est... Vraiment, je peux te dire le mot, là, c'est tout à fait le mot approprié. C'est difficile de faire un dessin si grand et j'ai besoin de faire un dessin si grand. Je sais que ça sera très long, que je vais passer par tout ce qui est. Mais voilà, d'abord, je ne connaissais pas.
Je me demande comment tu fais pour aller là. Vraiment, je me le demande, disait Cécile. Ce n'est pas, non pas un pari, mais ce n'est pas, je ne peux pas céder. Ce n'est pas par obstination. Ah, pas du tout. Non, non, j'ai une nécessité à me trouver, à me mesurer avec ça. Mais ce n'est pas non plus, enfin, le pari, le coup de force, pas du tout. C'est pas je vais faire 200 km à bicyclette avec un tout petit braquet. Je faisais ça quand j'étais jeune. Non, non, je veux. Je veux voir ce que l'espace associé au temps font en moi. Je n'ai jamais connu ce que je connais là, Cécile. Je ne vais pas te dire, je pourrais croire que je m'approche, mais enfin je m'approche de quelque chose qui n'est pas loin d'être, non pas la mort, mais les abords de la mort. L'espace me fait ressentir ça. Les petits dessins, ou même les dessins que je faisais là il y a encore 2-3 mois, juste avant que ton père meure, j'étais dans des dessins suffisamment grands, j'étais pas mal dedans, je sentais des difficultés. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec. Tout est nouveau. Tout est nouveau, tout me fait aborder même la vie différemment. Ce qu'il y a, c'est que là-dedans, dans le crâne, ça a du mal à trouver sa place. Ce qui a du mal à trouver sa place, c'est espace et temps, durée dedans. Tu comprends, je n'ai jamais travaillé un dessin 3-4 mois. Celui-là, je ne sais pas, c'est le premier grand cadre comme ça. Ce ne sont pas 4 feuilles qui sont dessinées séparément et ensuite mises côte à côte ou bout à bout. Elles sont les 4 faites ensemble, même si évidemment je ne peux pas, en étant de ce côté-là, être aussi de l'autre côté. Mais celui-ci va s'étendre tout doucement pour aller là-bas. Ça, c'est pour moi tout à fait certain. C'est un peu fou, Cécile, je sais. Et tu n'as pas de mauvaise pensée dans la tête à ce moment-là. Ben, je n'en ai pas encore. Il me semble qu'en tout cas, là, en ce moment, ça fait combien de temps 3 semaines, même pas, que je suis sur celui-ci. Il me semble que je n'ai pas de place aux idées vertes et violettes. C'est comme si ça appuyait sur le couvercle. Ou bien qu'elle-même, voulant soulever le couvercle, ait peur de l'étendue. C'est bien possible. Peut-être aussi parce que je n'ai jamais fait et que ça me soulève, ça m'a entraîné. Tu ne peux pas savoir non pas les projets que j'ai parce que je n'ai pas de ça, mais j'ai le simple projet d'en faire un autre après celui-là. De ça, je suis certain. J'espère seulement tenir le coup, j'espère avoir les forces. Je souhaite que ma tête résiste. Je sens bien que c'est à la fois les coudes et les épaules. La poitrine, dans le fond, c'est rien. Elle se repose à sa manière. Elle n'a pas l'habitude d'être écrasée toute la journée. Mais c'est rien. Mais coudes et épaules, oui, tu sais, cette position, ça me fait me tenir sur le côté gauche. Alors ça dégage l'épaule et j'ai vraiment très mal là-haut. Mais peut-être que c'est nécessaire. Ça fait beaucoup plus mal que quand je fais des petits dessins. Mais ça s'ajoute. Il fallait que je passe par ça. Et puis avec le bras droit, je dois quand même le laisser très souple. Alors tout mon poids est d'un côté, et de l'autre côté, à un moment donné, j'ai comme le bras mort, comme des fourmis dedans. Tu arrêtes alors? Non, non, je n'arrête pas. Je prends tout ce qui se présente. Je me disais juste avant que tu arrives, c'est comme la plaine de Guercif. Tu te rappelles, je t'ai déjà parlé de la plaine de Guercif. Oh, disons que la plaine de Guercif, moi je n'ai jamais vu le Sinaï, tu vois, je n'ai jamais vu. Bon, mais toi tu as vu les collines de Judée, tu as vu des bouts de désert là-bas. Bon, eh bien, c'est pareil que ça. Dans ce dessin-là, si tu t'es mis dedans, il n'y a pas à dire, il faut en sortir. Il faut arriver au bout. Il n'est pas question de se mettre au milieu et puis pof, de couler. Rien ne te fera sortir. Dans la plaine de Guercif, si j'étais resté en panne tout seul, même pas seulement au milieu, à 30 km de là, toute la journée le soleil sur la tête, c'est pire que le supplice dans les tentes. Hein. Ah oui, seul. Ah, seul. Les prisonniers, ils avaient une sentinelle. On venait les faire chier, on venait les faire souffrir. Il y en a qui crevaient. Mais un bonhomme seul dans la plaine de Guercif, ah, peut-être un arabe du coin. Mais ils n'étaient jamais seuls quand il a traversé. Jamais.
Ils étaient toujours 4, 5. Il y avait toujours un chameau, toujours. Et là, mes chameaux, ce sont certainement les crayons. La gomme, tu sais, je m'en sers peu. Je me suis dit, il ne s'agit pas de gommer là-dedans, parce que si en plus tu te mets à gommer, mais je vais gommer. Ne crois pas que j'ai supprimé l'usage de la gomme en me disant, si je retire, je double le temps, je double la durée. Non, non, pour le moment, je me dis, ne gomme pas, laisse s'entasser les pierres, laisse sortir les petits buissons. Après, on verra. Si ça ne va pas, tu gommeras les buissons. Pas tout à fait, en laissant quelques mandibules à droite à gauche. On verra bien. Ce sont comme des réserves. Hein? C'est pour la soif, au cas où. Je me demandais, c'était hier soir. Je voulais t'en parler, puis je ne l'ai pas fait. Tu étais en train de tricoter, et puis tu disais pas. Alors ça voulait dire que je sais pas si tu ressassais, mais hier soir tu pensais à quelque chose. J'ai pas eu envie de te poser la question à quoi tu penses. J'avais pas envie de t'entendre dire, je pense, alors, à ma mère, à mon père, je trouve que la vie est... Je voulais pas entendre ça. Mais je voulais te dire... je te parle du dessin, là. Hein. Tu m'excuses, hein, je pense quand même pas qu'à ton père, qu'à ma mère. Hein. Parce que toi, je te trouve dedans. J'ai besoin de toi. Hein. J'ai besoin de toi, surtout avec des grands dessins comme ça. J'ai besoin de toi partout. J'ai besoin de toi. Là, tu n'es pas que la femme avec qui je vis. Tu n'es pas que cette petite femme que j'aime. Non. Tu es quelqu'un sur qui je m'appuie. Tu te rends pas toujours compte. Je m'appuie sur toi. Tu passes, tu regardes, tu m'en parles pas, ça me blesse. Tu passes, tu regardes à peine, mais tu m'en parles, je suis content. Même si je te dis, ça va pas, je suis content. T'as regardé le peu que tu as dit. Par moments, j'aimerais vraiment que tu viennes, que tu dises, oh, c'est beau. Ah, j'ai envie qu'on me dise, c'est beau. Je m'en fous, pas les autres. Mais toi, c'est, tu sais, comme dans une toupie, schlaf, on renvoie le fouet et ça lui redonne de l'élan. J'ai besoin que toi, tu me donnes de l'élan. Même les bestioles me donnent de l'élan. Quand le père Moujik vient, il saute, ça me plaît. Alors à quoi tu pensais? Dis-moi hier au soir. Oui, tiens, je finis. Ce que j'avais commencé là. Je voulais hier au soir te parler, puis je ne l'ai pas fait, puis maintenant je te le dis. Ça serait complètement stupide, d'après toi, si je commençais une forme dans chaque coin. Une forme, enfin un bout de dessin dans chaque coin. Tu crois que ça m'obligerait, ça me contraindrait? Ah, je crois que tu arriveras à ça, oui. Je crois que tu vas te poser toutes les interrogations que ta main peut poser, que, comme tu dis quelquefois, que ton automatisme te pose, que ta tête te pose avec raison, et puis que ta tête te pose avec, je sais pas, avec nécessité. Oh, c'est sûr, un jour tu le feras, je trouverais pas du tout ça absurde. Bon, hier soir, tu pensais à quoi? Hier soir, je me demandais pourquoi depuis quelque temps, Moujik ne mange pas beaucoup. Ah, c'est à ça que tu pensais hier soir. Tu as remarqué que Moujik ne mange pas beaucoup? Oui. Mais il mange pas beaucoup à chaque fois, mais à la fin de la journée, ça fait quand même sa petite assiette. Je suis pas sûr. Je les tiens bien séparés, les deux assiettes, Sirène d'un côté et Moujik de l'autre. Je suis pas sûr que Sirène ne mange pas un petit peu celle de Moujik après, quand il s'en est écarté, mais je ne sais pas. Quelquefois, il y en a un peu moins que d'habitude qui reste dans l'assiette. Mais quelquefois, il faut vraiment que je passe un long moment, que je le supplie. Mange, Moujik, mange, Moujik. Mais alors, on va le descendre à un vétérinaire, on va... Tu as tout regardé, tu surveilles un peu, il est normal, il fonctionne bien. Moi, je trouve qu'il n'a pas changé. Viens, on va aller le voir. Non, 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 reste à ton dessin. Pas du tout. On va aller voir le père Mouti. Allez, Mouti! Où il est, ce Mouti? Tiens, me voilà. Viens là, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que tu manges pas. Fais voir tes petits yeux. Il a des beaux yeux, ce petit Mouti. Oui, sans doute. Je sais pas, j'ai peur. Tu as peur qu'il soit malade? C'est parce qu'on vient de passer un an ou deux, là, ça pèse. Ton oncle, c'est pas facile à porter non plus. Ton père, c'est tout frais. T'as eu l'histoire au cimetière avec ta mère. Même moi, je repense à ça, tu sais. Je dis même. J'étais très attaché à Léo. Et ton père, je l'ai toujours, mais toujours et réellement aimé. J'ai toujours regretté qu'il soit tellement bloqué. Ah, quelle tête de con!
con comme type, là. Mais je dis tête de con gentiment, une bonne tête de con. J'ai réussi, tu sais, quelquefois à le faire un peu bouger, hein. Quand tu étais en sana il y a très longtemps, ça marchait bien. Ça marchait bien, il me racontait des petites histoires, hein, un petit peu, hein, ça dérapait, hein. Ah ouais, avec les femmes et tout ça. Ouais. Ouf, il n'inventait pas, c'est un type qui n'était pas du tout menteur. Il n'a jamais menti de sa vie. C'est pourquoi j'ai toujours pris tout comme du bon pain. Ouais, la bonne parole, si tu veux. Un peu excité par moments. J'ai toujours cru tout ce qu'il a dit sur ta tante, sur ta mère, sur ta tante qui venait les rejoindre dans le lit, qui faisait couler la salle de bain, enfin le robinet dans la salle de bain. J'ai été convaincu que ta tante voulait coucher avec ton père, convaincu, puis que là, clac, elle lui aurait coupé le... Ouais, ouais. J'étais sûr que c'était ça qu'elle voulait. Elle voulait qu'un jour il cède et que quand il était dedans, je ne sais pas ce qu'elle lui aurait fait, mais elle lui aurait bouffé la queue. Ah oui, ça c'est vraiment... Moi j'aime pas les termes qu'on utilise de plus en plus et qui sont des termes de vraiment d'imbéciles, du genre castratrice, tu vois. Mais ça, c'en était une. J'en ai rencontré 2 dans ma vie. Oui. Mon ex-femme, une totale castratrice, connasse et tout. Et ta tante, castratrice, vraiment. Ma mère l'a jamais été. Elle aurait pu l'être, moi je m'en fous. Mais elle l'a jamais été. Quand elle avait des gros problèmes avec son mari, je t'assure qu'elle ne le castrait pas à ce moment-là. Non. Je t'ai déjà raconté des tas d'histoires et je t'assure que c'était vrai. Elle se plaignait qu'il soit devenu ce qu'il était devenu. Bon. Mon père était un peu comme ton père, d'une certaine façon. C'est la boisson qui l'avait rendu comme ça, mais mon père disait ça m'intéresse pas, je sais pas, je sais pas. À la fin, c'était je sais pas, je sais pas. Je me rappelle quand je suis allé le voir à l'hôpital, il était encore tout à fait, disons, en possession de certains moyens. La parole, il pouvait l'utiliser. Ben, ça s'était terminé bizarrement. J'avais réussi à le faire parler en entendant, il avait branché un petit tuyau, tu sais, une sonde, quoi. Un bout de sparadrap à l'extrémité de sa queue tenait un petit manchon comme un entonnoir qui rentrait dans un petit tuyau qui venait se déverser dans une bouteille. Il pissait tout le temps. Il faisait 2-3 gouttes toutes les, je sais pas moi, tous les quarts d'heure, toutes les minutes. Alors j'avais vu que ça coulait, je lui ai dit ah, tu viens de faire un grand coup de lance, hein, vieux. Alors ça l'avait fait rire. Coup de lance, c'était ça. Alors ça l'avait fait rire. Alors je dis mais alors, tu pisses là, t'as un petit système là, pouf, ça coule et puis il m'avait dit ouais, tu peux regarder. Tu vois, il commençait à parler. Alors que j'étais resté très longtemps à côté de lui sans rien. Alors j'avais soulevé les couvertures, il ne pouvait plus rien soulever. Il était complètement gelé. Il bougeait pas les mains, bougeait pas les bras, bougeait pas les jambes. Il était rempli d'escarres alors qu'il avait pourtant un de ces lits bizarres à roulettes là. Il fallait le faire manger. Moi, je l'ai fait manger. Il y a des moments où il ne pouvait plus mastiquer et avaler. Ça restait dans sa bouche. Il avait comme un seau de mortier dans sa bouche. C'est incroyable dans quel état on peut se mettre. Hein. Parce que c'était de sa tête. Hein. Tout venait de là-haut, hein, comme Jules. Et puis j'avais vu la queue. Ah, j'avais dit, dis donc, ils ont trouvé une sacrée combine. Hein. C'est pas con leur truc. Et tu sais ce qu'il m'avait dit là? Je te l'ai pas dit. Il m'avait dit, tu vois, j'ai été circoncis. Ah, j'avais regardé, j'ai dit, mais t'es pas circoncis, on voit bien. Ils t'ont décaloté la queue, mais c'est tout. Non, on a été circoncis. Famille Prince de Galles. C'est tout ce qu'il m'avait dit cette journée-là. Il avait donc encore des petites histoires de... Voilà, des petites choses dans la tête. Ouais. Eh bien, écoute, maintenant que je t'ai dit ça, je voudrais bien qu'on continue avec notre petit père Moujik. Alors, tu vas aller chercher dans la cuisine, dans ton frigo, des petits morceaux de viande, puis tu vas me les amener là. On va bien voir, il a mangé il y a combien de temps? Oh, ben j'ai essayé il y a une demi-heure, alors. Il va pas manger maintenant. Va chercher un petit peu de viande. Mouti, viens ici. Il va manger sur mon dessin. S'il fait une tâche, ça va me porter bonheur. Allez, mets-toi là. Moujik est arrivé, je l'ai porté, sur mon dessin. Il était là, superbe, sur une grande étendue blanche. Qui est beau, tu sais, comme ça. Il commençait à frotter. De mon doigt, je lui grattais en dessous l'oreille, et de sa tête qu'il bougeait, il se grattait à mon doigt. Tu es gentil, puis tu vas manger. Tu vas pas faire des problèmes, toi, dis donc. Tu vas pas être malade, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cécile qui a une idée comme ça. Un beau petit chat comme Mouti, il n'a pas mal. C'est pas vrai. Il est en bonne santé, fais voir ton petit ventre.
Bah, mon coquin, elle dit que tu n'es pas bien, mais moi je trouve que tu as un joli petit ventre. Et puis là, sur le côté, hein, toc, 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 non, ne miaule pas, on peut taper un petit peu sur le côté de Mouti. Cécile est arrivée. Je dis, tu vois, quand on lui tape sur le côté, regarde-le, il miaule. Oui, il n'a pas envie qu'on le batte. Alors regarde, qu'est-ce qu'on amène? Pose l'assiette sur la table. Mais il va tâcher le papier. Mais je m'en fous. Je partirai de la tâche, je ferai un petit dessin. C'est ça qui va me relancer. Quand il sera descendu là, bah, je vais laisser tomber mon coin et puis je vais me mettre là. C'est un petit peu plus sur leur bord, je vais pouvoir travailler assis. Allez, maintenant, Mouti, on mange des petits morceaux de viande. Allez, mets-lui l'assiette. Sage. Allez, tu manges. Tu vois, il sent. Il sent, il va. Regarde sa queue, il la tresse toute droite. Allez, Mouti. Allez, sois sage. Allez, prends ce petit bout. Allez, allez. Tiens, il le prend, il le mastique, tac, il le fait descendre. Tu vois? Il a peut-être pas beaucoup d'appétit en ce moment, c'est un passage. Moi non plus, j'ai quelquefois pas beaucoup d'appétit.